Bonjour à tous, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la résilience automobile. Pourquoi résilience? Parce que tout juste après être sorti du confinement et de cette période à tout le moins particulière, c'est le mot qui revient le plus souvent, eh bien, nous sommes obligés de constater que la voiture est là, elle est toujours là. Et si je regarde une dépêche datée de ce matin, le marché automobile français, certes stimulé par des mesures de soutien du gouvernement, s'est redressé en juin, progressant de 1,2% sur un an, après des mois de chute libre liés à la crise sanitaire. On va en parler avec Mathieu Flonneau. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et spécialiste de l'automobile et de l'automobilisme, qui est un art et, on peut dire, pratiquement une discipline aujourd'hui. Bonjour François Roudier. Bonjour. Porte-parole du CCFA, le comité des constructeurs français automobiles. Bonjour à vous, Guillaume Crunel. Bonjour. Vous êtes associé responsable du secteur automobile au cabinet Deloitte et vous multipliez les études sur le secteur automobile, on en a bien besoin. Et bonjour à vous, Benoît Sinault. Bonjour. PDG de Wicar, l'automobile partagée entre les particuliers, puisqu'il n'y a plus que les agences, il n'y a pas seulement les agences de location automobile. Maintenant, on peut très bien proposer sa voiture en location. Alors, François Roudier, ce chiffre-là, surprenant ou pas, 1,2 ? Surprenant, oui et non. On s'attendait à une remontée parce qu'on avait vu quand même les gens qui étaient dans les concessions automobiles, et pas que pour voir les voitures, pour acheter. Donc on savait qu'on repartait. On est bien reparti. Alors, il faut tempérer quand même. Il faut comprendre qu'il y a 2 jours de plus que le mois de juin 2019. Mais c'est bien. Et si on regarde en fait la courbe, on a un beau V comme on l'attendait. Et on est sur vraiment une bonne dynamique. L'indice des commandes automobiles, il est à plus 30%. Donc, ce qui veut dire que ça va se reporter encore sur le mois de juillet. C'est intéressant, vous avez dedans à la fois du neuf, donc plus 1,24%, c'est bien, du véhicule utilitaire léger qui est aussi en progression, et puis de l'occasion qui a très bien marché, plus 29%, donc ça a très bien fonctionné. Une large partie des primes à la conversion sont dans l'occasion, et on pense qu'on est à peu près entre un gros tiers ou plus de la moitié de ces primes qui ont déjà été consommées. Quand vous dites un gros package se situe sur le véhicule d'occasion, c'est quoi le ratio véhicule neuf véhicule neuf? On l'a pas encore parce qu'il faudrait vraiment aller dans le détail. On le saura par l'État, par la SP. C'est 60-40, non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Non, franchement, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est compliqué. Nos amis du CNPA ont un système de checking qui leur permet de trouver à peu près un résultat. On verra après avec ce qu'aura payé l'ASP, l'agence qui paye pour l'État les concessionnaires, on pourra trier vraiment. Mais ça a bien fonctionné. Alors dans l'occasion, il faut voir qu'il y a du particulier à particulier aussi, mais essentiellement des occasions assez récentes. Guillaume Crunel, là où on aurait pensé que, les économistes nous le disent tous les jours, on est au devant d'une crise majeure qui va s'accentuer, on s'attend à des vagues de licenciements massifs avant la fin de l'année, on se serait peut-être dit que les gens auraient remis leur achat automobile. Eh ben non. Je pense qu'il faut déjà se réjouir de ce qui s'est passé. On pouvait attendre des choses beaucoup plus difficiles que ça, donc c'est quand même un premier élément positif. Maintenant, on va quand même se garder de projeter sur la base d'un mois de vente une tendance un peu plus lourde. Je veux dire, en termes statistiques, apparemment sur juillet c'est aussi positif. Ouais, donc bon. Enfin, on a l'habitude, nous en tout cas en projection, d'utiliser des échantillons un peu plus longs. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, il faut la prendre telle qu'elle. Maintenant, une fois qu'on regarde ça, il faut quand même se souvenir qu'à la veille du Covid, on avait quand même une conjoncture qui était plutôt compliqué, avec des perspectives qui étaient relativement difficiles. Est-ce que le Covid a totalement changé le monde, ou est-ce qu'il a aggravé la situation, ou est-ce que finalement c'est une étape qui est passée? On le saura plus tard maintenant. Ou les deux. Ou les deux. Maintenant, les grands enjeux qui étaient présents avant, de conversion, de transformation, de compétitivité du modèle industriel européen, restent sur la table, plus pressants que jamais après les mois de difficulté. Donc, j'ai envie de dire, si les consommateurs sont là, c'est très bien, ça ne change pas grand-chose sur le fond à la complexité
complexité de la situation. Mais est-ce que ça veut dire aussi, parce que je sens quand même une sorte d'inquiétude dans votre propos, est-ce qu'on peut s'attendre à une crise de la voiture dans 6 mois, dans 1 an? On a une transformation massive de la voiture qui arrive dans les 10 prochaines années. Donc ces choses-là vont se dérouler au rythme des conversions écologiques et des grandes échéances qu'on connaît en termes de transformation vers l'électromobilité. Ces choses-là arrivent, on connaît les dates, on connaît les pénalités, on connaît les sanctions, les constructeurs sont préparés. Le jeu n'est pas impossible, il est compliqué, il l'était avant, il le reste encore. C'est un premier sursaut qui fait plaisir après le trimestre de tornade qu'on a connu. Le rebond est maintenant à confirmer. Ce sont les propos de Luc Châtel de la PFA. Oui, mais tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est après une période incroyable, ce Covid, dans une période qui suit une période incroyable qui l'est aussi. C'est qu'en fait, cette prime à la conversion, c'est une prime de déstockage. C'est pas une prime pour relancer un marché, c'est pour vider les parkings. Voilà. Donc, tant mieux si ça fonctionne, ça fonctionnera, et il faut que ça fonctionne jusqu'à fin juillet, parce qu'en août, en général, les gens sont en vacances, les entreprises ferment, et les concessions aussi. Le problème, et c'est pour ça que moi c'est la première fois au CCFA depuis que j'y suis qu'on est absolument incapable de donner une prévision pour l'année 2020, c'est qu'on a 2 secteurs qui commandent, les particuliers, les entreprises. D'un côté, quel sera le moral des particuliers? On ne le sait pas, les annonces de réduction d'emplois dans des secteurs comme l'aéronautique où tous les fils de famille devaient aller pour avoir une carrière rêvée. Voilà, donc tout ça est en train de casser le moral des ménages, et on a le moral des entreprises et des secteurs entiers, Guillaume, vous me le confirmerez, qui peuvent être risqués. Si le BTP sombre, mais c'est une catastrophe pour l'automobile. Le BTP consomme tout, du VUL, même du VI, et des voitures grosses et petites. Donc c'est totalement impossible pour nous de savoir si on va être entre -20, -30%, peut-être pire, à la fin de l'année. Mathieu Flonneau, et pourtant, comme dit la chanson, et pourtant, l'automobile, la bagnole, pour les Français, c'est quelque chose, disait Georges Pompidou, il n'avait pas tort, ça continue. C'est-à-dire qu'on est... Ça ne peut pas continuer comme avant. D'accord. Je pense qu'il y a quand même quelque chose là qui a été mais c'est pas une rupture si on reste sur le registre des histoires d'amour. Je pense qu'on en est trop près encore pour savoir si véritablement tous les impacts peuvent en être mesurés. Il y a une conjoncture économique. Je pense qu'il va falloir lisser tout cela sur au minimum 4 ou 5 ans. Non mais très bien. Mais, analysons la commande justement de monsieur qui avait commandé sa Peugeot 3008 chez je sais pas qui, et chez Thomas Courtois par exemple, et qui dit voilà, écoutez, monsieur Courtois, face à la crise, moi je sais plus trop si je vais vous l'acheter votre Peugeot 3008. Et pourtant, si, il est allé l'acheter. Là, vous avez raison, c'est qu'il y a quand même une dimension de valeur refuge qui peut exister, y compris dans la nouvelle donne sanitaire. C'est-à-dire que la nouvelle donne sanitaire rend problématique l'usage des transports publics, au moins à court terme, et donc peut-être, effectivement, qu'il y a un retour à l'automobile. Mais attention, ceci est aussi à contrebalancer avec un autre élément conjoncturel, qui sont les élections municipales, les grandes villes, la perception que l'écologie politique a de l'automobile, qu'elle va tâcher de diffuser plus largement, et donc ce sont aussi des hypothèques très grandes sur ce marché. Donc, à mon sens, on ne peut pas quand même préjuger maintenant de ce qui se passera dans 3 ou 4 ans. L'histoire d'amour n'est plus la même qu'avant, en tout cas. En tout cas, elle est questionnée et les horizons d'attente ne sont pas forcément les mêmes. Benoît Sinault, alors pour ceux qui ont des voitures et qui les mettent à disposition d'autres, est-ce que tout est fini, toutes les cartes sont rebattues? Est-ce que plus rien ne sera plus jamais comme avant? En tout cas, ce qu'on peut observer dans cette reprise, en fait, c'est vraiment une modification dans l'usage assez fort. Nous, on s'attendait effectivement, on s'est arrêté en 48 heures, on s'attendait à une reprise assez forte, mais là, on voit des volumétries qui sont records, jour après jour d'ailleurs, qui sont de 50% supérieurs à l'année dernière, et on voit bien qu'effectivement, le rapport à la voiture est en train de changer. Est-ce qu'on possède une voiture ou est-ce qu'en fait, on en utilise une, celle du voisin, par exemple, et on voit beaucoup de rationalité qui rentre autour de cette consommation de véhicules en se disant au final c'est quand même un achat cher, ça coûte 5-6 000 € par an à son propriétaire, c'est parfois un actif que je n'utilise pas beaucoup, et puis cette crise économique fait que nombre de propriétaires se disent ce serait peut-être pas mal d'essayer de payer une voiture en particulier ou pour partie en la partageant et en la louant à mes voisins, et on voit cette tendance de fond qui depuis plusieurs années est là, et depuis le post-Covid s'accélère fortement. C'est ça l'avenir, la voiture, une voiture pour 5 au lieu d'une voiture pour 1? Je pense que les modèles de car sharing font partie de la panoplie. C'est pas l'alpha et l'oméga de la solution. Je pense que, comme ce que disait Mathieu, on n'est pas loin de quelque chose, d'une sorte de point de rupture dans le rapport au véhicule. Ces choses-là sont claires. Il va y avoir
plus de partage. Est-ce qu'on partage avec ses voisins ou est-ce qu'on utilise un service plus global avec un grand propriétaire? C'est une autre question. Mais de toute manière, on va aller vers un modèle de toute manière moins propriétaire, à terme au moins dans les grandes villes. Maintenant, il ne faut pas penser que la voiture, on a tous le même rapport à la voiture en France. Il y a 50% du territoire français qui n'a pas plus de transport public que le milieu du Kansas. Ces gens-là, qu'ils soient amoureux de la voiture ou pas, ils la vivent tout le temps et demain, ils la vivront encore. Donc, il faut faire attention à notre vision urbaine et méga urbaine des choses. Le rapport à la voiture, il est en train de changer gentiment. Là, on a une petite période, un petit printemps sympa, on a découvert que la voiture n'était pas le grand Satan, ce qui est déjà une bonne chose, ça a changé. Pour autant, le rapport change. Et, elle va très vite le redevenir, le grand Satan. Ça, c'est un commentateur comme vous de le dire. Mais bon, on va changer nos rapports, c'est clair. Non, elle ne va pas devenir le grand Satan, vous faites la grimace quand je vous dis. La grimace, parce qu'en fait, c'est vrai, c'est totalement vrai ce que vous dites, Guillaume, sur la. Alors, c'est le grand Satan pour une partie des Français, oui, c'est vrai. Et pas que des urbains, pardonnez-moi, mais. Alors, il y en a quand même des collectifs, et vous ne me contredirez pas, nos amis de la FFVE ne sont pas là, mais quand on traverse avec un rallye automobile de voitures anciennes, le parc de Lozère, on a quand même des militants qui sont là en disant mais arrêtez de nous polluer. Vous venez de prononcer le bon mot, des militants. Et en fait, on est actuellement dans une extension de la fracture entre territoires, entre villes, entre campagnes, entre périphéries des grandes villes, entre écologistes. On voit bien que maintenant on est parti sur deux écologies différentes, l'une qui est sur la décroissance, l'autre qui est sur l'innovation. Donc il y en a une qui est plutôt pour les véhicules propres, et vous avez la Fédération française des véhicules électriques, c'est des passionnés. Écoutez, ils sont aussi passionnés que les clubs de bagnolards qu'on connaît sur des voitures anciennes. Donc on voit que on a une fracture par rapport à la société française qui se retranscrit dans l'utilisation de la voiture. C'est extrêmement complexe pour nous, constructeurs, parce que la voiture couteau suisse, la 4L, la 4 chevaux, la GS, c'est fini. Il faut maintenant qu'on soit capable de sortir une Ami dans les grandes villes, un Renault Capture e-tech pour le milieu de ville, une voiture bling-bling pour les banlieues où on a envie d'en avoir. C'est de plus en plus problématique. Et derrière tout ça, moi l'ayant vécu dans des campagnes profondes du centre de la France, je peux vous dire que la perception de la voiture devient même un acte politique. Ça devient un acte militant pour pas mal de gens, et en particulier, ça c'est très surprenant, des jeunes. Vous avez énormément de très jeunes, pas forcément des gens qui ont bac plus 12, qui s'intéressent à la voiture qui en jette un petit peu, ou même des young-timers, comme un objet. Ça existe encore. Comme un objet. Moi, j'ai vu un jeune qui avait acheté une Opel Ascona des années 80 et qui était fier comme tout, parce que pour lui, c'est une voiture ancienne. Et il m'a dit, venez voir monsieur, à l'arrière. Et à l'arrière, il avait le 45 tours de début de soirée. C'est l'histoire. Voilà. Ça vous rappelle des choses. Ça me rappelle des choses. Mais vous voyez, donc c'est cette fracture qui explose complètement. Mathieu Clonneau, sur la voiture objet, quand on regarde un jeune comme ça aujourd'hui, c'est une dimension régressive qu'on n'enlèvera pas et qui peut-être tend justement à s'accentuer dans un rapport qui est désormais quasiment idéologique. Et là aussi, sur la longue durée, on pourrait constater que la mobilité et l'automobile n'a pendant longtemps pas été vraiment pensé, c'est-à-dire que c'était quelque chose d'assez naturel, c'était un progrès, c'était une acquisition qu'un foyer faisait presque naturellement dans un temps de croissance. C'est devenu, mais ça a été quand même longtemps un luxe au début du XXe siècle. Le tournant démocratique est très précoce, et les 30 Glorieuses ont transformé cela et l'ont rendu pérenne. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus ne pas la penser politiquement, mais ce qui gâte un peu le tableau et qui empêche de raisonner vraiment tranquillement, c'est que c'est tout de suite idéologisé. Et donc effectivement, on va polariser, on va essentialiser des usagers d'une façon qui me semble, alors en dehors de la régression de certains, en dehors de la résilience d'autres, mais qui me semble préjudiciable à... mais la résilience, elle est là. C'est militantisme contre militantisme. C'est-à-dire qu'on parlait effectivement des militants écolos ou de votre rassemblement de FFV
j'imagine, parce que FFVE c'est déjà pris, et puis c'est plutôt le contraire, et contre justement des gens comme votre jeune qui s'est acheté une Opel Ascona, et pourtant la résilience elle est là, Guillaume Crunel. Oui, mais la résilience, le contrat de la résilience, c'est qu'il y a une absence. Il faudrait pour ça qu'on puisse avoir quelque chose qui vienne changer du jour au lendemain, ou même à moyen terme, et rendre les mêmes services que ce que fait la voiture. Quand la voiture a remplacé le cheval et la diligence, c'est bien parce que ça faisait exactement la même chose, en mieux, en plus large, en plus efficace. Et là, il n'y a pas. Aujourd'hui, montrez-moi l'alternative qui pourrait du jour au lendemain. Benoît vous montre qu'on peut utiliser une voiture pour 5 ou pour 10 ou pour 20. On utilise toujours la voiture objet. Donc voilà, je pense que la grande chose, là on parle de résilience, la voiture c'est pas la question de la voiture. La voiture elle est là, elle va changer, elle va évoluer. Ça fait 100 ans que tous les 10 ans la voiture n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était 10 ans avant. La vraie question c'est l'usage. Aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va le consommer, comment on va le vivre et comment on va le payer. Donc ça va changer. Question François Roudier, est-ce que finalement tous ces obstacles, et ce que dit Guillaume à l'instant, c'est-à-dire est-ce que la voiture va continuer d'évoluer, est-ce que il n'y a pas un moment où les constructeurs sont découragés de se dire mais attendez, on nous met des normes anti-pollution, tous les mois ça change, on a un nouveau barème de calcul, on nous demande d'avoir des voitures maintenant électriques, hop, du jour au lendemain, faites tous des voitures électriques, sinon vous n'allez pas les vendre et ça ne rentrera pas dans la prime à la conversion. Est-ce qu'à un moment donné, constructeurs disent attendez, moi je fais une voiture, il me faut 10 ans de cahier des charges pour en construire une, voire 12 ou 15, comment on fait là quand on est constructeur ? Historiquement, on a toujours connu le pire, les crises de 29, les bombardements d'usines, les gouvernements qui changent, le plan Ponce qui vous dit vous faites ici, ici et ici. Donc je crois que non, chez les constructeurs, en tout cas les Français que je connais bien, il y a une adaptation. Alors, et une forme de résilience aussi. Une forme de résilience. Mais c'est ça, c'est contre toutes les guerres. Contre toutes les guerres, contre toutes les attaques possibles. Mais ce qui compte avant tout, c'est de regarder comment se comportent les clients. Après on s'adapte. On avait peut-être des personnes qui pensaient que la possession du véhicule dans notre industrie resterait quelque chose d'absolument indéfectible et totalement lié à l'automobile. Et d'autres qui pensaient que la non-possession d'automobile allait conduire à des trabantes grises, tout le monde aurait les mêmes. Que se passe-t-il ? On a de moins en moins d'achats au comptant, on a de la location longue durée sous toutes ces formules, et on n'a jamais eu autant de véhicules personnalisés dans l'histoire des véhicules. C'est-à-dire, et en plus, on se fait plaisir, puisque les véhicules qu'on prend, on les prend super équipés. Donc, en fait, l'équation économique pour les constructeurs, elle est bénéfique. Et in fine, nous ne sommes pas des ONG, et on regarde quand même la dernière ligne du bilan. Si le système est rentable, on le pousse. Les critiques qu'il y a pu y avoir sur l'électrique au départ, souvenez-vous, c'était pas... Alors bien sûr, il y avait des critiques techniques, mais l'essentiel des critiques, c'était la rentabilité de ce type de véhicule pour les constructeurs. La location longue durée, c'est finalement un spectre qu'on a beaucoup agité en disant attention, c'est pas votre voiture. Vous achetez le droit de conduire une automobile qui n'est pas la vôtre. J'ai l'impression que plus personne n'y pense de ça. Guillaume Crunel. Bon, après, c'est une manière de voir les choses entre financer avec un emprunt ou faire de la LLD. Je ne vais pas vous donner un cours de comptabilité, mais c'est vous le comptable du cercle. Là, sur le fond, c'est la même chose. D'ailleurs, dans les bilans, ça se présente pareil. Donc, mais ça permet quand même aux gens d'accéder à des voitures auxquelles ils n'avaient pas accès avant, enfin, très honnêtement. Vous parliez de certaines banlieues où on a envie d'avoir une voiture bling-bling, c'est un phénomène qui a quoi, 10 ans. Et puis regardez le suréquipement des voitures. L'augmentation du prix d'achat, pas le prix de vente des voitures et le nombre d'équipements qui sont pris, qui n'existaient pas avant quand on présentait le prix D'ailleurs, global. Ça c'est une question pour Benoît Sinault. Est-ce que moi je suis propriétaire d'une voiture en LLD, est-ce que je peux la mettre à la location ? Oui, ça dépend des contrats de LLD. Il y a certains cas de figure possibles. Donc c'est là où votre business model à vous, c'est nos limites. C'est-à-dire qu'en réalité, la voiture, elle est non plus pour moi, mais elle est aussi pour plusieurs personnes. Et en plus, c'est pas ma voiture. C'est dément. En fait, nous, c'est dément. Je pense que, il y a effectivement un besoin de voitures personnalisées, ça, on le voit. Et il y a aussi une contrainte d'un certain nombre de géographies. De toute façon, sans voiture, on bouge pas. Donc j'allais dire, il y a des fondamentaux qui sont incontournables, qui sont là et qui effectivement expliquent cette résilience de la voiture. Nous, quand même, la tendance de fond qu'on observe quand même, c'est que
le rapport à la voiture a été quand même assez dépersonnalisé sur les 10, 15, 20 dernières années. Hein. La propriété de la voiture n'est plus un statut social où on a la grosse berline et donc du coup quelque part il y a un petit coup show-off et puis une espèce de statut social qui se pose. C'est presque de plus en plus mal vu, bien au contraire. Et donc il y a une commodité de plus en plus grande, commoditisation de plus en plus grande du véhicule. Nous on voit des propriétaires qui par dizaines de milliers aujourd'hui ont un rapport au véhicule qui est extrêmement, j'allais dire dépersonnalisé, totalement pardon. Financier. Oui, financier pur ou commodité, c'est-à-dire j'ai une voiture pour me déplacer, voilà, ça peut être n'importe quel modèle, je vais la mettre à la location, je commence pas à angoisser. On a quand même aujourd'hui des jeunes générations qui, elles, sont dans l'angoisse. Nous, ce qu'on voit en fait sur les jeunes générations, c'est de plus en plus de gens qui viennent vers nos services de partage parce que cette perception de la pollution, de la planète, d'un manque de sérieux peut-être de la génération d'avant et de messages rabattus et encore rabattus que la planète va bientôt s'arrêter de vivre, en fait, cette génération est extrêmement sensible à ça, et nous on a des gens plutôt côté locataire, pour le coup les propriétaires sont plutôt des gens de la génération de 35-45 ans, mais côté locataire qui sont jeunes et qui disent mais c'est absurde en fait, le mode de consommation du véhicule aujourd'hui, certes la voiture restera au centre de l'usage pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, par contre il y a certainement une autre façon de la consommer et de l'utiliser, en particulier en étant plus dans le partage, sur les services d'autopartage, qui soient des services de location trop particulière comme nous, ou des services, comme vous disiez tout à l'heure, de mise en partage par des entreprises. Hein. Après, c'est sûr que, et c'est marrant ce qu'on observe en micro-local, c'est qu'à partir du moment où il y a des alternatives, ces modèles en fait tombent. C'est un peu l'autopartage en ville par exemple aujourd'hui. C'est sûr qu'à l'époque d'Autolib, il y avait Autolib, les taxis avec leur réputation de l'époque et le métro. Aujourd'hui, il y a une foultitude d'alternatives en fait, par exemple sur une ville comme Paris, qui fait que ces modèles d'autopartage en boucle courte en fait à l'intérieur des grandes métropoles commencent à s'essouffler un peu, à moins trouver leur justification économique que ce qu'on a pu voir il y a 5, 6 ou 7 ans. Donc, et ça, c'est vraiment un changement fondamental. C'est des cycles et peut-être qu'on reviendra finalement au bon crédit qu'on faisait avec un taux absolument effrayant pour s'acheter sa voiture. Mais Mathieu Flonneau, est-ce que quand on regarde les autres pays, notamment l'Allemagne, où on le sait, il y a, ils sont pays producteurs aussi, mais il y a cette fierté de rouler avec une grosse berline allemande aux yeux de ses amis, de ses voisins. Il n'y a pas d'ailleurs de compétition. Est-ce que c'est pas très français de se dire que finalement la voiture, on la montre pas trop, et puis du coup ce côté vie pratique usuel avec la voiture grise qui va d'un point A à un point B, est-ce que c'est pas un phénomène quand même très très français? Ce qui est très français, c'est une culture effectivement un peu culpabilisatrice de l'usage de la voiture. Enfin, il va y avoir prochainement d'autres élections. Le candidat qui osera s'afficher avec une automobile, on le sait très bien, perdra déjà en crédit parce que c'est mal vu, c'est un attachement agressif, etc. Donc oui, il y a une culture là par rapport à l'Allemagne qui joue encore, mais je dirais que, il y a quand même des horizons d'inquiétude, hein, parce que cette stabilité, et si on faisait cette table ronde avec de l'aérien, ça serait pire, parce que la prise de conscience, elle est là sur l'environnement, sur cette menace, elle est parfois un peu artificialisée elle-même, on pourrait en reparler, mais enfin quand même sur l'automobile, il y a une mise en question idéologique, on l'a dit, un prurit qui fait que de façon pavlovienne, on la met en question et on n'en veut plus. C'est le retour du Satan que vous disiez tout à l'heure. Bon, en tout cas, Satan ou pas, on l'aime notre Satan, les ventes de voitures pour l'instant progressent, mais on attend, et je regarde Guillaume Crunel, on attend les mois suivants pour voir si ça se confirme. Merci à tous de nous avoir suivis dans Mobility TV.